Le saviez-vous? Un des réseaux terroristes les plus redoutés d'Afrique vient d'être décapité. Et pourtant, aucun gros titre, aucun flash spécial, aucun débat sur les chaînes internationales. Ce silence est assourdissant, presque irréel, compte tenu de l'importance de l'événement. Imaginez une victoire majeure contre l'État islamique en Syrie ou la capture d'un chef du cartel au Mexique. La planète entière en parlerait, les images tourneraient en boucle, les experts s'affronteraient encore sur les plateaux télé, des tribunes fleuriraient sans dans les journaux du matin. Mais ici, rien. Pas un mot ou presque, comme si, en Afrique, les victoires ne méritaient pas la lumière. Au Burkina Faso, des soldats d'élite ont capturé Asmanidu, cerveau de la logistique du JNM, ce groupe qui saigne tout le Sahel depuis des années. Cette arrestation n'est pas juste un succès militaire, elle a coupé net la circulation d'armes, d'essence, d'argent et de soins vers les milices les plus violentes de la région. Asmanidu, c'était la clé de voûte de tout un empire du chaos. Pour mesurer la portée de ce coup, rappelons-nous que, dans la guerre moderne, la logistique est souvent plus décisive encore que la force brute. L'histoire militaire regorge d'exemples où la coupure des ravitaillements a fait tomber les armées les plus redoutables. Souvenons-nous du siège de Stalingrad, où la coupure des lignes d'approvisionnement allemandes a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale, ou encore de la guerre du Vietnam, où les embargos et la destruction des routes ont asphyxié les capacités du Viet Cong. Ici, au Sahel, la capture d'un logisticien, c'est la paralysie programmée de tout un appareil de terreur. Mais là où on aurait attendu une vague de réaction, le silence s'est abattu. Pas un mot dans les médias occidentaux, pas un expert sur les plateaux. Rien alors que ce coup porté par le Burkina Faso a bouleversé les rapports de force sur le terrain. À titre de comparaison, la capture d'Oussama Ben Laden en 2011 avait mobilisé toutes les rédactions du monde. Les chaînes américaines ont interrompu leur programme. Des éditions spéciales ont été diffusées jusque tard dans la nuit. Ce contraste criant interroge sur la valeur que le monde accorde aux victoires africaines. Pourquoi cette omerta? Qui tire profit de l'oubli d'une victoire aussi cruciale contre la violence armée? Ce silence n'a rien d'anodin. Il protège des circuits occultes. Il entretient le mythe d'une Afrique impuissante, incapable de prendre son destin en main. Il rappelle le traitement réservé à d'autres victoires africaines passées, comme l'écrasement de Boko Haram par les armées tchadiennes et nigérianes dans les années 2015 à 2017, qui n'ont jamais reçu la reconnaissance internationale à la hauteur de leur importance stratégique. Si cette invisibilisation perdure, ce ne sont pas seulement nos victoires qui disparaissent, c'est la dignité, la réputation et l'avenir du peuple burkinabé qui risquent d'être effacés sous l'indifférence. Ce qui se joue, c'est la souveraineté du continent. Notre responsabilité, c'est de refuser d'être complices de ce récit tronqué. Les sociétés qui perdent la mémoire de leur victoire perdent peu à peu la confiance en leur propre capacité à changer leur destin, ce qui est précisément l'objectif de ceux qui veulent maintenir une domination invisible. Mais qui est vraiment Asmanidu, et pourquoi son arrestation a-t-elle autant déstabilisé les réseaux terroristes dans le Sahel? Plongeons au cœur de cette opération secrète. Pour comprendre l'ampleur du personnage, il faut s'imaginer un chef d'orchestre dans l'ombre, un homme qui ne brandit pas les armes, mais qui décide de tout ce qui entre et sort sur le champ de bataille. Dans le monde occidental, un équivalent serait le rôle joué par les intendants de la CIA pendant la guerre froide, ceux-là même qui, depuis leurs bureaux anonymes, faisaient et défaisaient dans des gouvernements à coups de valises de billets et de contrats secrets. Ce triomphe n'a rien d'un accident. Il résulte d'une traque invisible, d'un courage usé chaque jour comme une armure fatiguée. Pour arriver à ce résultat, il a fallu des mois d'enquête, de la patience, des sacrifices et une intelligence collective rarement mise en lumière. Bien avant que le nom d'Asmani circule sur les lèvres, des soldats burkinabés ont arpenté la brousse durant des semaines entières. Nuits blanches, filatures épuisantes, écoutes codées, poussière avalée sur des kilomètres sans fin. Chaque pas a pesé dans la balance. Les équipes d'élite se sont relayées sur le terrain sans jamais connaître de repos véritable, tout comme les équipes de renseignement qui ont dormi peu, analysant chaque fragment de conversation interceptée, chaque facture suspecte, chaque mouvement de fonds suspecté de financer la terreur. À titre d'exemple, lors d'une opération similaire menée en Colombie contre le cartel de Pablo Escobar, il avait fallu mobiliser plus de 1000 agents sur le terrain, et le monde entier avait salué la victoire. Ici, c'est dans l'ombre, avec des moyens dérisoires, que ce travail titanesque a été accompli. Mais qui était donc Asmanidu? Non pas un simple exécutant, mais le cerveau logistique du chaos. Il ne convoyait pas que des armes.
Il fournissait le carburant, l'argent liquide, les motos pour les attaques éclairs et même les soins aux blessés. Sans lui, la mécanique de la terreur ralentissait, menaçait de s'arrêter. Pour donner une image concrète, imaginez un réseau de distribution où chaque litre de carburant, chaque moto, chaque boîte de médicaments passait par ses mains ou par son aval. Si l'on compare à la mafia italienne des années 80, Asmanidi tenait le rôle d'un capo dei capi, l'homme qui fait et défait les rois, mais toujours dans l'ombre. Son empire dépassait largement les frontières du Burkina Faso. Dubaï, Marseille, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, chaque nom une pièce d'un puzzle sombre. Derrière des sociétés fictives, de faux contrats, des postes frontières achetés, tout était conçu pour rester dans l'ombre. Comme dans les grands réseaux de blanchiment d'argent qui ont permis à la mafia russe d'étendre son influence jusqu'à Londres ou New York, le système mis en place par Asmani était à la fois tentaculaire et presque invisible. Il savait exploiter les failles administratives, soudoyer les douaniers, créer des entreprises écrans qui n'existaient que sur le papier. Un exemple frappant, la découverte d'un atelier clandestin au cœur de Ouagadougou où des motos étaient démontées pièce par pièce avant d'être acheminées vers les camps terroristes sous couvert de matériel agricole. Ces techniques rappellent celles des narcotrafiquants mexicains qui dissimulent la cocaïne dans des cargaisons de fruits ou de café pour tromper la vigilance des douanes. Quand ce réseau a cédé, c'est le souffle même de la violence qui s'est brisé. Les convois se sont immobilisés, l'argent s'est tari, les armes ont manqué. Le cœur du désastre a été frappé net. Sur le terrain, des témoignages font état de groupes armés incapables de lancer des attaques faute de carburant, ou de blessés laissés sans soins, faute de médicaments. Cette paralysie rappelle celle vécue par l'armée allemande en 1944, lorsque les Alliés ont coupé les approvisionnements lors de la bataille des Ardennes. Une force redoutable, privée de logistique, n'est plus qu'un géant aux pieds droits d'argile. Et pourtant, rien. Pas un gros titre, aucun écho, pas la moindre reconnaissance internationale. Des semaines de risques et de sacrifices effacés d'un revers, comme si tout avait été vain. Ce silence confine à l'injustice, il nie la souffrance, il efface la victoire comme on efface une tache sur un tableau gênant. Le même phénomène s'est produit lors de la chute du régime de Charles Taylor au Libéria. Des années de lutte, une victoire éclatante, mais à peine une mention dans les médias internationaux. La question demeure. Pourquoi certaines victoires sont-elles jugées plus dignes d'écho que d'autres? Refuser de voir ces efforts, c'est bâillonner le courage d'un peuple. C'est nier à l'Afrique le droit d'écrire ses propres victoires. Chaque silence renforce l'injustice et met en péril la mémoire du sacrifice, alors qu'un continent tout entier lutte pour se relever. L'histoire nous enseigne que les nations qui refusent de nommer leurs héros finissent par perdre le feu de la résistance. En Afrique du Sud, par exemple, la longue marche vers la liberté de Nelson Mandela n'aurait pas été possible sans la mémoire partagée des sacrifices, des victoires et des défaites, transmises de génération en génération par le récit collectif. Mais cette victoire volée par l'indifférence n'est pas seulement un drame national, elle révèle une mécanique mondiale, où l'invisibilité sert les intérêts des puissants. Ce n'est pas une simple ignorance, c'est un silence choisi, mûrement réfléchi. Il s'agit d'un écran de fumée stratégique comparable à celui qui a entouré les interventions étrangères en Amérique centrale dans les années 80, où la réalité des manipulations était soigneusement occultée par les médias dominants. Derrière le mutisme qui entoure l'arrestation d'Asmanidi, il y a des intérêts puissants, soigneusement protégés. Ce silence n'est pas une absence de voix, c'est un rideau qu'on tire pour masquer la mécanique du pouvoir. Des flux de fonds, du carburant, des armes, tout ce qui alimente la guerre passe par des sociétés écrans tapis dans les capitales européennes. Paris, Dubaï, Marseille, ces villes ne sont pas de simples noms sur une carte, mais les véritables coulisses où s'organise l'intendance invisible des conflits africains. Ce schéma rappelle celui du trafic d'armes lors de la guerre civile en Sierra Leone, où des sociétés installées à Londres ou Genève servaient trop de plaques tournantes à des transactions occultes. La guerre ne naît pas seulement sur les pistes du Sahel. Les camions de diesel, les motos et les valises pleines de billets ne surgissent pas du désert par magie. Ils sont le fruit d'un système mondial, où chaque intermédiaire, chaque compte bancaire fictif, chaque fausse société tient un rôle précis dans la perpétuation de la violence. Cette logique du marché noir est ancienne. Déjà pendant la guerre du Biafra, à la fin des années 60, des réseaux internationaux s'étaient enrichis en vendant des armes sous le manteau, profitant du chaos pour s'enrichir sur le dos des populations. D'où vient ce silence médiatique? Il protège ces réseaux, il les conforte.
Mais il fait plus, il façonne ce que le public perçoit. Lorsque aucune grande chaîne ne salue la victoire burkinabé, c'est un filtre qui brouille la réalité, qui refuse à l'Afrique le droit d'être vue comme forte et autonome. Cela rappelle la manière dont le génocide au Rwanda fut longtemps ignoré ou minimisé dans les grands médias occidentaux, alors même que les preuves s'accumulaient sur le terrain. La victoire du Burkina Faso dérange le récit occidental, celui d'un continent condamné à l'assistance, incapable de s'en sortir seul. Montrer une réussite fissure ce mythe, un mythe qui rapporte gros. Il justifie des budgets, des interventions, des politiques entières. En 2013, par exemple, la France a lancé l'opération Serval au Mali en se posant en sauveur, mais la réussite des armées locales est rarement montrée sous un jour positif dans les médias internationaux. Effacer les victoires locales, c'est effacer la souveraineté. Les récits contrôlent le possible. En niant la résilience des soldats burkinabés, on piétine leur dignité, leur combat, leur droit à l'espoir. Le risque est immense. Laisser le récit aux mains des puissants, c'est accepter la disparition totale des luttes africaines. Cela revient à accepter que l'histoire de l'Afrique soit toujours écrite ailleurs, par d'autres, pour d'autres. Ce silence n'est pas neutre. Il est complice, profitable, et il modèle l'avenir. À chacun de refuser cette complicité, car l'histoire ne pardonne pas l'oubli volontaire. Les sociétés qui ont accepté le silence ont souvent vu leur mémoire collective s'effriter, leur identité s'effacer, à l'instar des peuples autochtones du continent américain, dont les récits ont été systématiquement effacés par la colonisation. Mais l'enjeu n'est pas seulement médiatique. Ce silence menace l'intégrité même du futur burkinabé. La chute d'Asmani. Dieu ne fait pas taire les armes. À l'aube du lendemain, le Burkina Faso retient son souffle. La victoire ressemble à un détonateur. Soudain, la tempête éclate. Les groupes terroristes, blessés dans leur orgueil, déchaînent des représailles d'une violence imprévisible. Ce phénomène a déjà été observé lors de l'arrestation d'Abdelhamid Abaoud à Paris, où les cellules dormantes se sont réveillées dans la foulée, lançant de nouveaux assauts pour venger leur chef. Dans le nord et l'est, chaque route devient un piège. Les convois tombent dans des embuscades, les drones ennemis rôdent au-dessus des villages. Le danger s'immisce dans les marchés, sur les sentiers, jusque dans les maisons. Désormais, la peur est partout, et la guerre s'infiltre jusque dans le cœur du peuple. En 2023, plus de 2 millions de Burkinabés ont été déplacés à cause des violences, un chiffre qui rappelle l'exode vécu par les Syriens lors de la guerre civile de leur pays. L'ennemi change de visage. Les balles laissent place aux rumeurs, les affrontements directs à la manipulation. Les réseaux sociaux s'enflamment de fausses alertes. Les voisins se soupçonnent, les familles hésitent à parler à voix haute. La méfiance se propage plus vite que les balles. Chaque silence, chaque regard devient suspect. Cette guerre psychologique rappelle celle menée par les services secrets durant la guerre froide, où la désinformation était aussi redoutable que les armes conventionnelles. Dans ce tumulte, le capitaine Ibrahim Traoré prend la parole. Sa voix grave promet dignité et résilience. Il affirme que la survie du pays ne dépendra d'aucune capitale étrangère. Le peuple écoute, partagé entre l'angoisse et une fierté farouche. Chacun comprend que l'histoire se joue ici, et que le prix de la souveraineté sera lourd. C'est un moment charnière comparable à celui où Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, avait appelé son peuple à se dresser contre la domination étrangère au prix de sa vie. Le combat déborde les frontières de l'armée. Dans les ruelles, sur les pistes, la société se mobilise. Des groupes d'autodéfense s'organisent, parfois avec presque rien. Les femmes veillant aux abords des quartiers, les jeunes patrouillent la nuit, les anciens murmurent des chants de courage. Le peuple devient rempart, inventant des solidarités nouvelles face à l'invisible. Ce phénomène n'est pas propre au Burkina Faso. Au Mali, lors de l'offensive contre le MNLA en 2012, des comités de quartier s'étaient constitués pour protéger les populations, prouvant que la résistance populaire reste la meilleure arme contre la terreur. Mais au-delà, le monde détourne les yeux. Aucun message, aucune reconnaissance. Le silence international tombe comme une chape de plomb. Ce mutisme étranger, au lieu d'affaiblir la détermination burkinabé, la rend plus farouche. Pourtant, il nourrit aussi la douleur d'un abandon, le sentiment d'être effacé de la mémoire du monde. Les survivants du génocide arménien ont longtemps témoigné de ce même sentiment d'injustice, d'être oubliés par l'humanité malgré l'ampleur de leur souffrance. Ici, c'est une bataille pour l'âme du pays qui s'engage. Victoire ou disparition. Dignité ou oubli. La résistance se forge dans l'épreuve, mais l'ombre du silence reste la plus grande des menaces. Comme le disait Aimé Césaire,
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Refuser de nommer les victoires, c'est accepter la décadence. Face à l'hostilité et à l'indifférence, une question brûle. Qui écrira notre histoire et comment s'assurer que le sang versé ne s'efface pas dans l'oubli? Cette question des peuples entiers se la sont posée au fil des siècles. Les résistants polonais de la Seconde Guerre mondiale, les indépendantistes indiens face à l'Empire britannique, tous ont compris que le droit de raconter sa propre histoire est le premier pas vers la liberté réelle. Mais dans l'ombre, une autre bataille s'engage. Faire entendre la voix du Burkina Faso, briser le silence qui l'étouffe. Car la mémoire du sacrifice ne doit pas appartenir à ceux qui détournent le regard. Il y a là une tâche essentielle pour tous ceux qui croient en la justice. Témoigner, documenter, enseigner, transmettre. Dans de nombreux pays d'Amérique latine, des associations citoyennes ont pris le relais des médias officiels pour raconter la vérité des conflits, comme les maires de la place de Mai en Argentine, qui ont refusé l'oubli des disparus. Le silence étouffe, mais la parole peut renverser le cours du destin. Face à la peur qui muselle, la colère n'est plus une faille mais un élan. Elle se transforme en force, en résistance vivante. Au Burkina Faso, cette résistance prend 1000 visages. Dans certains villages encerclés, des groupes d'autodéfense se forment, parfois sans armes, mais avec une volonté de faire. Les enseignants ouvrent leurs classes malgré les menaces, refusant de céder l'avenir de leurs élèves. Des commerçants bravent les routes coupées, risquant tout pour ravitailler des familles assiégées. Même dépouillées de tout, des familles déplacées s'unissent et refusent de disparaître. Ces actes rappellent ceux des villageois français durant l'occupation, qui cachèteraient des enfants juifs dans leurs greniers au péril de leur vie. Cette résistance ne vient pas seulement du cœur, elle prouve que le peuple burkinabé refuse de plier sous la fatalité. Mieux encore, elle insuffle un souffle neuf à la solidarité régionale. L'alliance des États du Sahel, réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, naît de cette volonté commune de ne plus subir l'histoire dictée de l'extérieur. Ensemble, ces nations redéfinissent la solidarité africaine, non plus une promesse vague, mais une alliance forgée dans la tourmente, sous sanction, envers et contre tout. Ce type d'union stratégique rappelle la création du mouvement des non-alignés lors de la guerre froide, qui visait à donner une voix collective aux pays du Sud face aux grandes puissances. Mais la souveraineté retrouvée a un prix. Elle coûte des privations, des débats intenses, parfois des divisions profondes. Les sanctions économiques étranglent les familles, forçant à choisir entre le pain et la dignité. Dans les rues de Ouagadougou ou de Bamako, la question brûle les lèvres. Sommes-nous prêts à tout perdre pour ne plus plier jamais? Pourtant, au creux de chaque privation, une unité nouvelle se lève. Peu à peu, la fierté d'être debout remplace la peur de l'isolement. De tels choix douloureux ont été faits par d'autres peuples. Cuba, soumis à un embargo américain pendant plus de 60 ans, a résisté en misant sur la solidarité et l'éducation, au prix de sacrifices immenses. Ce combat pour l'indépendance et la reconnaissance n'est pas propre à l'Afrique. L'histoire américaine, elle aussi, est jalonnée de luttes contre la propagande et les récits imposés par d'autres puissances. La guerre d'indépendance des États-Unis, la bataille pour les droits civiques, tout cela fut possible parce que des voix ordinaires ont refusé le silence. C'est en prenant la parole, en refusant les images imposées, que l'oppression a pu être brisée. Martin Luther King n'a pas attendu l'autorisation des médias pour faire entendre la voix de son peuple. Il a marché, parlé, crié, jusqu'à ce que le monde entende. Aujourd'hui, ce même pouvoir de la voix existe ici. Chaque témoignage, chaque histoire partagée sur les réseaux, chaque leçon racontée dans une classe ou sous un manguier, c'est une pierre contre le silence. Le récit collectif devient un rempart. Refuser de se taire, c'est protéger la mémoire contre l'effacement. Il n'y a pas de petites paroles, même un conte raconté au coin du feu, un chant entonné lors d'une veillée, peuvent devenir la braise qui rallume la flamme de la dignité. Car si tous baissent court la tête, si la parole s'éteint, la défaite n'est plus seulement militaire, elle devient morale, elle devient mémorielle. La résilience s'efface, les sacrifices se dissolvent, et l'histoire appartient aux menteurs. C'est ainsi que, pendant des siècles, les récits des esclaves africains ont été confisqués, déformés, effacés des livres d'histoire. Lutter contre le silence, c'est donc aussi lutter pour la vérité. Mais tant que la voix du peuple se dresse, rien n'est joué. Chacun détient ce pouvoir, briser le cycle du silence, rendre justice à ceux qui luttent dans l'ombre. Les exemples abondent. Au Chili, après la dictature de Pinochet, ce sont les témoignages des victimes qui ont permis la réconciliation nationale. Mais comment faire entendre cette voix quand tout conspire à l'étouffer?
Un acte parfois suffit à fissurer la chape du silence. Il suffit d'un geste, d'un mot, d'un partage pour créer une onde qui se propage. Les printemps arabes sont nés de simples messages postés sur les réseaux sociaux par des citoyens ordinaires qui refuseront de se taire. Votre indignation est le cauchemar des empires du silence. Rien n'est plus menaçant, pour ceux qui effacent, que le sursaut d'une conscience éveillée. Il suffit d'un tweet, d'un article viral, d'un témoignage filmé avec un téléphone pour que le monde se penche enfin sur une injustice ignorée. Pensons à la vague Epgo's Bring Back War Girls, qui a forcé la planète à regarder le drame des jeunes filles enlevées au Nigeria. C'est ici que tout se décide. Peut-être ce récit vous a-t-il révolté. Peut-être avez-vous ressenti, l'espace d'un souffle, ce vertige d'injustice face à la chape de silence qui recouvre les victoires africaines. À l'indifférence organisée, chaque voix opposée compte. Le silence n'est jamais innocent. Il favorise toujours les oppresseurs, jamais les victimes. Nelson Mandela disait « Le silence sur les injustices est un crime contre l'humanité. Si vous ne dites rien, si vous détournez les yeux, alors l'effacement l'emporte. Ne rien faire, ce n'est pas seulement consentir à l'injustice, c'est participer à la disparition des résistances et des sacrifices authentiques. » Ainsi, l'histoire d'Asmanidu, comme tant d'autres, risque de s'éteindre sous la volonté de ceux qui préfèrent une Afrique muette. Les héros oubliés deviennent des ombres, et l'histoire se réécrit sans leur nom. Mais il suffit d'un geste. Un commentaire, un partage, un mot qui brise l'écho. En parlant, vous inversez la fatalité. Vous refusez la complicité passive. Vous affirmez que le peuple burkinabé et tous ceux qui se battent dans l'ombre méritent que leur courage soit nommé. Il n'y a pas de petit acte. Chaque mot compte, chaque écoute est une victoire. Rappelez-vous, les puissances tiennent à l'indifférence. Chaque récit étouffé, chaque résistance ignorée renforce les chaînes de la dépendance. Ce que craignent le plus les architectes du silence, c'est l'éveil des consciences, le témoignage citoyen qui circule et éclaire. Une voix peut bousculer le récit. 10 voix fissurent les murs. 1000 voix imposent la lumière. Ensemble, nous pouvons changer la trame de l'histoire. Les mouvements pour l'abolition de l'apartheid, pour les droits civiques, pour la libération de l'Inde, sont nés de ce courage collectif. La souveraineté ne se demande pas, elle s'affirme, elle s'écrit et se partage. Et tout commence ici, avec votre prise de position. Chaque partage, chaque commentaire, chaque seconde offerte à ce récit est une victoire contre l'oubli. Ne laissez pas le nom d'Asmani, dû disparaître comme tant d'autres. Refusez que l'héroïsme burkinabé devienne une rumeur ou une note perdue dans un rapport ignoré. Participer à ce combat est un acte d'humanité. Ce soir, vous avez le choix, rester dans l'ombre ou rallumer la lumière sur ceux que l'on voudrait effacer. L'histoire ne retient pas seulement les actes, mais aussi les silences. Faites partie de ceux qui brisent l'omerta, qui refusent la complicité du silence. Parfois, un simple témoignage suffit à faire tomber les murs de l'indifférence et imposer le respect dû à chaque nation qui résiste. L'exemple des justes parmi les nations prouve que même un seul geste peut sauver une mémoire entière. Partagez ce récit. Parlez-en. Questionnez le silence. C'est l'acte le plus simple, et pourtant le plus subversif. Si vous pensez que ces victoires méritent d'être connues, osez prendre position. Car chaque fois qu'une histoire africaine survit au silence, c'est un pan de dignité qui renaît. La mémoire est un acte de résistance. Ensemble, refusons l'effacement. Ensemble, redonnons voix à ce qui dérange, à ce qui inspire, à ce qui prouve que l'Afrique n'est pas faite pour se taire, mais pour écrire et revendiquer sa souveraineté. Le combat pour la vérité est universel. Il commence ici, avec vous.